Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc voilà le titre de mon intervention, celui qui a le code a le pouvoir. Pour commencer, je voulais savoir qui connaît Frances Haugen dans la salle. Qui connaît Edward Snowden? Donc voilà, ce sont deux lanceurs d'alerte. Frances Haugen, c'est une lanceuse d'alerte qui vient de dénoncer le pouvoir des algorithmes et notamment sur la plateforme Facebook. Et Edward Snowden, lui, son domaine, c'était plutôt l'intelligence, le renseignement, qui avait dénoncé du coup les écoutes de plusieurs services de renseignement, dont la NSA et le FBI aux États-Unis. Pour comprendre ces enjeux autour du code, des données, du numérique en général, faire quelques petites étapes. D'abord, qu'est-ce qu'un algorithme? Ça peut se comprendre comme une recette de cuisine. Donc c'est simplement une série d'instructions que l'informaticien code pour faire arriver son programme à une certaine finalité dans un certain but. Ça, ce sont quelques lignes de code, il y en a 4 dans un langage qui s'appelle Python. Mathieu en avait déjà parlé tout à l'heure. À la ligne 2, on voit simplement, donc c'est une boucle, c'est une instruction assez élémentaire en code, et cette instruction dit tant que la valeur de i est inférieure à 10, elle vaut 5. Tant qu'elle est inférieure à 10, écris-moi value is, la valeur de i est, et ça plusieurs fois, et progressivement la valeur de i est augmentée d'un en un. Donc ça c'est vraiment quelque chose que l'informaticien fait, des boucles, des conditions, c'est quelque chose de très très basique. C'est pas plus compliqué que ça le code finalement. Le code souvent est propriétaire. Donc pour revenir sur Facebook par exemple, c'est le cas aussi de la NSA, mais ça on ne s'attendait pas à ce que le code soit ouvert. Pour Facebook, pour Microsoft, pour plein d'autres plateformes, le code à chaque fois est fermé. Donc il n'est pas open source. Je mentionne un site internet qui s'appelle Paper with Code. Donc ce sont des articles scientifiques qui ont tous la particularité d'être associés à un dépôt de code. Donc à chaque fois que quelqu'un publie, que le papier est publié, systématiquement du code va avec. Quand vous montrez votre startup d'intelligence artificielle en santé, s'il vous plaît, essayez de vous souvenir de cette diapo et d'essayer d'ouvrir votre code. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est simplement des algorithmes qui permettent de simuler l'intelligence humaine. Et donc, l'intelligence artificielle, finalement, ça peut être quelque chose d'assez simple. Donc ça, c'est ce qui est né dans les années 50, des systèmes experts. Par exemple, en médecine, pour les bactéries, ça peut être si c'est un cocci plus, va dans un certain arbre, si c'est un bacille, va dans un autre, une coloration de grammes, enfin voilà, on peut enchaîner plusieurs tests, et c'est une forêt. Ça s'appelle un système expert, un réseau de connaissances, et à mon sens, c'est d'intelligence artificielle. Si on parle de ça, finalement, l'intelligence artificielle, on l'utilise quand votre scope vous dit que le patient est en TV ou FV, c'est de l'intelligence artificielle à mon sens. De la vieille intelligence artificielle peut-être, mais de l'intelligence artificielle quand même, c'est un algorithme. Et plus récemment, Mathieu en avait parlé, le machine learning, le deep learning. Le machine learning et le deep learning apprennent à partir de données. C'est ça leur principale caractéristique. C'est plus le codeur n'essaie plus de reproduire l'intelligence humaine ou d'une matière, la médecine. Il crée un algorithme qui utilise des données. Et voilà, un réseau d'intelligence artificielle, on peut l'imaginer comme plusieurs fonctions affines, où la sortie d'une fonction est l'entrée d'une autre fonction. Et le but est de prédire un certain endpoint. Par exemple, j'ai plein de vidéos de chats, je labellise des chats, des chiens, enfin j'ai un groupe de vidéos, je labellise les chats, les chiens, et l'idée est de savoir si c'est un chat ou un chien. Ça, c'est la sortie. Le problème de tout ça, c'est que ça renverse la recherche et la démarche scientifique. Avant, on allait de déduction en induction. La méthode scientifique, Claude Bernard, c'est une itération entre induction, donc à partir de données on essaie de généraliser, et à partir d'une généralisation on teste cette hypothèse, on fait une expérience, et on la valide ou on l'invalide, on la réfute. Avec les réseaux de neurones et l'intelligence artificielle et les données, on est uniquement dans de l'induction. Donc à partir de données, on a plein de vidéos de chats, on essaie de découvrir les chats. Mais le problème des inductions, c'est que ce n'est pas de la science, c'est une partie de la science. Par exemple,
c'est un site qui répertorie des corrélations qui ne veulent rien dire. Et une des corrélations, c'est qu'il y a une corrélation entre le taux de divorce dans le département du Maine aux États-Unis et la consommation de margarine. Et le petit p est inférieur à 0,05. Évidemment, là, ça nous tombe sous les yeux. Le problème, c'est que si c'est en médecine, et si on n'utilise que les données et qu'on s'abstrait progressivement de la recherche d'hypothèses, on peut arriver rapidement à des choses comme ça qui ne veulent rien dire. Facebook, par exemple, a publié un article dans PLOS ONE en disant que les religions influençaient sûrement la survenue de diabète. En fait, ils ont, sur les textes, ils ont analysé leurs textes, essayé de dégager la population qui avait du diabète. Donc déjà, c'était imprécis, parce que les personnes ne disaient pas de façon claire et nette comment, s'ils avaient le diabète ou non. Et essayer d'identifier la religion. Ils ont trouvé des corrélations entre les deux. Et du coup, on arrive, pour reprendre un peu le titre aussi de la présentation, que le code peut faire la loi. Ça, c'est un article, un célèbre article d'un professeur de droit américain qui dit que le code, maintenant, fait la loi. En effet, celui qui code a le pouvoir de vous faire rentrer dans son système, et c'est lui, quelque part, qui a les règles du jeu. C'est ce qui s'est passé au début de l'année dernière, où le compte de Donald Trump a été supprimé brutalement par Twitter. Donc c'est un compte qui était très suivi. C'était lors de l'attaque du Capitole, donc il y avait sûrement de bonnes raisons. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas eu une décision d'un juge avec des avocats. Enfin voilà, c'était unilatéralement Twitter qui retire ce compte. Ce qui se passe aussi, c'est que les conditions générales d'utilisation, c'est les petites lignes que personne ne lit sur Google, sur plein de réseaux, enfin tout le monde en fait, c'est même une obligation d'en avoir, dicte aussi les lois de la plateforme. Typiquement, avec Twitter, c'était écrit que si vous enfreignez les règles de Twitter, vous pouvez être dégagé. C'est ce qui s'est passé pour Donald Trump. Ça, ce sont des trottinettes électriques, l'IMI, je ne sais pas comment on dit, qui disent clairement dans leurs conditions, mais ce n'est pas du tout les seuls, que les données que vous produisez quand vous roulez sont utilisées par d'autres acteurs pour vous revendre des choses. Et du coup, on peut presque renverser ce que l'auteur avait dit initialement, the code is law, par la loi et le code. En fait, la loi est écrite dans le code de plus en plus. Le RGPD, c'est le Règlement européen de la protection des données, impose au codeur de le respecter. Donc ça se renverse d'une certaine mesure, d'une certaine façon. Et donc le codeur est sous le coup de la loi. C'était beaucoup moins vrai il y a plusieurs années au début d'Internet, par exemple. Ce qui est vrai aussi, c'est que les services de renseignement imposent à leurs entreprises, à Google, Facebook, Amazon, à collaborer dans le cadre de la recherche, du renseignement de façon générale. Cette fois-ci, du coup, maintenant, on va passer à... on a vu beaucoup le code. Dans tout ça, où se situent les données? On peut tout faire. Notre monde se numérise. On peut camper grâce à une application. On peut prier grâce à une application. On peut méditer. On peut parler. On peut prendre nos rendez-vous. On peut commander à manger. On peut dormir. On peut acheter des aliments. Ce qui fait dire à une grande revue qui s'appelle The Economist que le monde maintenant, les données dans ce monde ont plus de valeur qu'une matière première et que l'immatériel supplante le matériel. Est-ce que ces données sont justes ou éthiques au moins? Derrière les données, il y a toujours des codeurs, des développeurs, des personnes. Donc finalement, ça ne change pas beaucoup avec l'algorithme. Pour renforcer un peu cette idée de l'emprise, enfin, en tout cas du pouvoir du codeur, donc une intelligence artificielle qui avait été développée par Microsoft et qui disait que plus vous chattez avec cette intelligence artificielle qui s'appelait Tay, plus elle devient intelligente. Ce qui s'est passé, c'est que cette intelligence artificielle écrivait, donc c'était un chatbot, elle écrivait des messages sur Twitter. Et elle écrivait que Bush avait fait le 11 septembre et que Hitler aurait fait un meilleur travail que ce singe que nous avons en ce moment. Donald Trump est le seul espoir que nous ayons. Il y a eu d'autres choses sur Hitler, que Hitler était quelqu'un de bien. Donc, voilà, il y a la dérive
de ces algos est facile. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les personnes s'amusaient à discuter avec l'intelligence artificielle en lui disant des ignominies. Du coup, comme il apprenait avec les données que les personnes écrivaient, on arrive à ce type de résultat. Et donc là, ça montre aussi bien que l'intelligence artificielle reproduit l'existant. C'est pas possible d'innover ici, parce que c'est un mot en plus très utilisé par les startups. C'est pas possible de créer un nouveau monde, une nouvelle théorie avec l'intelligence artificielle. On est bloqué dans les données et dans le réel finalement. Donc peut-être le meilleur du réel ou le pire, mais on est bloqué dans notre réel. Ce qui va aussi très bien avec les grosses entreprises du numérique, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Le slogan, c'est si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et d'ailleurs, tant que c'est gratuit, ils sont contents parce que vous leur donnez vos données. Et donc ça montre aussi bien le pouvoir des données. Dans tout ça, du coup, est-ce qu'on peut rester anonyme? Ça, c'est dans les années 90, dans le The New Yorker. Quelqu'un qui, du coup, écrivait sur Internet, personne ne sait que tu es un chien. Et en fait, 10 ans plus tard, toujours dans le New Yorker, donc c'est un autre caricaturiste qui écrit souviens-toi quand personne ne savait que tu étais un chien. Et on voit que maintenant, on ne peut plus se cacher derrière une fausse identité. On est la vraie personne et devant son ordinateur. On va essayer de montrer ça. Je vais demander à tout le monde de lever la main, s'il vous plaît. Que les hommes, les personnes qui s'identifient par un sexe masculin, gardent la main élevée. Les personnes qui sont nées en janvier lèvent la main, toujours. Les personnes... il manque... j'ai passé trop vite. Les personnes qui sont nées en 89 gardent la main élevée. Et les personnes qui vivent à Vannes lèvent la main, toujours. En fait, il y a un article qui a montré dans Nature qu'il faut donc un peu plus de variables. J'ai tenté ma chance, ça a fonctionné. Il suffit donc de 7 variables pour identifier à 99% d'individus dans une base de données. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle les entrepôts de données de santé, qui sont des réunions de gros volumes de données. Donc il y a les GAFA, Microsoft, tout le monde, ces acteurs-là ont beaucoup de données. À côté de ça, en santé, spécifiquement, c'est les entrepôts de données de santé. Qu'est-ce que c'est un entrepôt de données de santé? C'est un lieu où des ingénieurs travaillent, des médecins travaillent, pas toujours bien de concert, mais on essaie, pour colliger les données, les qualifier et lier les bases de données entre elles. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple à la PHP, plus de 150, en gros 200 systèmes en production existent. Donc il y a le dossier patient, la radiologie, le labo, plusieurs logiciels de labo en plus. Enfin, voilà, en gros, ça fait 150 à 200. Et donc 80% du temps d'ingénieur, c'est pas à faire des algorithmes, c'est juste à nettoyer les données. Et ça, je pense qu'il y a pour 5 à 10 ans de travail de nettoyage de données. Et l'idée, dans le futur, c'est de tenter de développer, et donc ça, le logiciel open source aide beaucoup, de pouvoir développer un algorithme, par exemple à Rennes, de l'envoyer à Amiens et de le faire tourner à Nancy. Et par exemple, on peut imaginer que 2 équipes collaborent entre Amiens et Rennes pour améliorer cet algorithme. Et que ces 2 équipes travaillent sur des données fictives, des fausses données, mais n'aient pas accès aux données. Donc c'est ça l'idée, je pense. C'est pour protéger les données, faire de la transparence sur le code, mais par contre du secret sur les données. Et de travailler avec le logiciel libre et l'open source. Dernière partie de ce topo sur la matérialité de tout ça. Parce que le cloud, le numérique, on a l'impression qu'on est dans l'espace, que c'est immatériel. Et en fait, ce réseau, c'est les satellites qui sont en orbite autour de la Terre pour une seule chose, c'est Starlink. Je ne sais pas si des personnes connaissent Elon Musk. C'est lui qui fait Tesla, par exemple, les voitures Tesla. C'est lui qui maintenant sous-traite la NASA
Donc Olivier Tesquet a été sur la station internationale spatiale internationale grâce à l'entreprise de ce monsieur, Elon Musk. Et donc il veut créer un réseau Internet satellitaire. Et donc il a envoyé, voilà, il est en train de le créer, enfin c'est déjà plutôt avancé. Et donc ça c'est autant de fusées, autant de combustible, autant de terres rares. Ça, cette fois-ci, c'est le réseau de câbles sous-marins qui est à la surface de la Terre. Donc pour faire fonctionner votre Facebook, les réseaux, en fait, les données vont de votre terminal à un data center qui peut se trouver partout dans le monde, aux États-Unis pourquoi pas, et reviennent sur un autre terminal, sur celui de votre meilleur ami. Pareil, ça c'est un impact matériel important. Et il faut des serveurs. Les principales entreprises qui fournissent des serveurs en France sont Microsoft, Amazon et Google. Et tout ça, encore une fois, c'est de la matière et du réel. Le problème dans tout ça, c'est que cette matière, alors vous voyez peut-être pas très bien, mais par exemple du plomb, il nous reste 7 ans de plomb, le cuivre, il nous reste 14 ans. Bon, il y en a, le lithium, c'est plus long pour les batteries par exemple. Mais en tout cas, on se trouve à une quantité finie de ressources. Tout ne passe pas, et du coup au final le numérique, certains auteurs parlent de la plus grande entreprise de matérialisation du monde. Hier je crois qu'il y a une conférence du Shift Project, donc voilà, plus 60% de trafic sur les réseaux, c'est juste énorme. Le numérique c'est 10% de l'énergie mondiale, 20% en 2025, et 40% de l'énergie est fournie grâce à du charbon. Et le numérique, encore une fois, un impact matériel conséquent. Donc un ordinateur, c'est 22 kg de produits chimiques, c'est de l'eau et c'est beaucoup de combustible. Et au final, on parle beaucoup, à la conférence de Glasgow par exemple, on parle beaucoup de CO2. Et en fait, le CO2, déjà, on parle d'une partie du CO2, mais il y a aussi plein d'impacts, dont l'impact matériel, qui est aussi polluant, qui n'est pas mentionné. Donc pour finir, sur cette définition de la santé de l'OMS que beaucoup de gens, enfin que tout le monde connaît j'imagine, c'est pour dire que le numérique rentre dans tout ça et que quand un ingénieur fait du numérique en santé, quand un médecin travaille avec un ingénieur en santé, je pense qu'il doit avoir cette vision un peu globale de ce qu'implique le numérique, que en effet c'est joli, mais que ça peut rendre de grands services, modéliser la pandémie par exemple, ou autre, mais que ça a aussi un impact, dont un impact matériel sur nos sociétés. Merci.